Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons tout de suite continuer notre matinée avec notre toute dernière partie, puisque nous avons eu ce matin la chance d'entendre des interventions de haute volée sur eh bien, l'histoire de la thématique que nous traitons et puis de sa dimension juridique, que hier nous avons passé beaucoup de temps sur l'état des lieux. Nous allons attaquer la dernière partie avec eh bien, les pistes de solutions. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour travailler cette liberté de la presse, cette presse de la liberté? Alors à mes côtés, je les remercie, quatre intervenants qui représentent quatre médias importants voilà, on va pouvoir déployer dans des thématiques très différentes, dans des styles très différents, mais qui vont se rejoindre, je pense, sur certaines pistes et en tout cas qui vont nourrir notre réflexion. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Anne-Cécile Robert, qui est présidente de l'Union internationale de la presse francophone, journaliste au Monde diplomatique et auteur, entre autres, des dernières nouvelles du mensonge, parues en 2021. Je vous laisse la parole. Une dizaine de minutes. Bonjour, oui, est-ce qu'on m'entend? Donc, merci beaucoup d'organiser ce type de discussion. On en a besoin, y compris entre professionnels. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu assister à vos débats hier. J'avais un engagement professionnel, c'était la réunion annuelle des éditions internationales du Monde diplomatique, donc des éditions qui viennent du Japon, de Colombie, etc. Donc voilà, j'ai dû faire un choix et j'ai fait celui-là. Mais en regardant le programme, je me dis que vous avez déjà bien balayé le sujet. Et donc je ne redirai pas évidemment des choses que vous avez dites. Je voudrais insister pour définir des pistes de solutions sur trois choses. La première, qui nous préoccupe tous et que vous connaissez bien, c'est les développements très rapides de l'intelligence artificielle qui font que la question de l'exercice du métier de journaliste se renouvelle extrêmement vite avec, on l'a appris récemment, des fermes à contenu qui sont des espèces de production de contenu automatisé par l'intelligence artificielle qui se répandent à toute vitesse et qui viennent par le biais des réseaux sociaux concurrencer la presse de qualité, la nôtre. C'est comme ça qu'on dit maintenant, hein. Donc on est très fiers, nous, au Monde Diplo, d'être dans la presse de qualité. Et là, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Et quand je dis s'arrêter, c'est vraiment ça. C'est-à-dire il va falloir qu'on dise qu'on n'est pas obligé de courir sans arrêt après la technologie. Il faut à un moment donné que politiquement, socialement, civiquement, on dise stop. Hein, que ce ne soit pas seulement les grands porte-parole des GAFAM qui ont demandé un moratoire de 6 mois, qu'est-ce que c'est 6 mois, mais que nous, en tant que société, on dise, voilà, on arrête le temps, et comme on dit au Monde Diplo, on s'arrête, on réfléchit, et ça ne peut se décider que politiquement et collectivement, parce que sinon il y a toujours, notamment dans la profession, un collègue qui dit, mais si c'est pas moi qui publie ce truc, les concurrents vont le faire. Donc il faut qu'on soit collectivement solidaires et qu'on ne court pas après la dernière imbécilité venue sous prétexte d'être avant le confrère. Donc une décision civique, politique, intellectuelle, presque philosophique. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la lutte contre la désinformation dont vous avez parlé, qui devient un outil contre l'information, contre la liberté d'expression, avec le retour, l'expression a été utilisée ce matin, des vérités officielles. C'est-à-dire qu'au nom de la lutte contre les fake news, vous avez des mécanismes de contrôle de l'information qui viennent définir ce qui est acceptable ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le contrôle de ce qui est factuel, ce qui est déjà une question, mais dans l'appréciation de ce qui est légitime comme fait. Et alors, outre le fait que normalement le fact-checking, la vérification de l'information, c'est la base du métier, normalement tous les journalistes doivent apprendre et pratiquer la vérification de l'information, on a là une vérification de l'information
qui est en fait une manière de s'ingérer dans le contenu, dans la substance de l'information. Alors, il y en a qui sont spécialistes, je crois, de la santé, mais on l'a vu pendant la pandémie, à quel point des informations qui sortent maintenant, notamment sur les vaccins, étaient indicibles pendant la pandémie. Alors, avec de bonnes raisons, des questions de sécurité publique, d'éviter les paniques, etc. Mais n'empêche que il a été pendant un moment impossible de dire certaines choses qui aujourd'hui sont dites tout à fait banalement sur les performances des vaccins. Mais sur les questions européennes, on a eu un plaidoyer touchant sur l'Union européenne dont je ne partage pas l'enthousiasme en grande partie, et je me demande ce que font les magistrats français avant d'attendre ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Il faudrait peut-être que les magistrats français appliquent les lois françaises pour faire respecter la liberté de la presse. Sur les questions européennes, par exemple, certains députés ont été repris parce qu'ils avaient accusé, par exemple, le traité franco-allemand, le traité d'Aix-la-Chapelle, de vouloir supprimer les frontières nationales en fusionnant les régions frontalières France-Allemagne. Et il y a eu un fact-checker, je crois que c'est forcément sur France Info ou sur France Inter, qui expliquait mais c'est pas vrai, ce député ment, il n'y a rien d'écrit dans le traité d'Aix-la-Chapelle sur la suppression des frontières nationales. C'est vrai, c'est pas écrit. Mais politiquement, il est tout à fait possible de dire que la conséquence du traité d'Aix-la-Chapelle, ça va être de fusionner, de faire disparaître la frontière franco-allemande pour créer des eurorégions et donc de nouvelles entités. Et sans arrêt, pareil, les Brexiteurs, en 2016, ont été accusés de mentir en disant que le Royaume-Uni était pénalisé par son intégration dans l'Union européenne. Et alors c'est un débat politique, ça. Alors c'est vrai qu'on peut trouver des faits qui donnent raison aux Brexiteurs, on peut trouver des faits qui donnent raison aux autres, mais là on n'est pas dans la vérification des faits, on est dans l'appréciation des faits. C'est vrai, le Royaume-Uni est contributeur net au budget européen, c'est vrai qu'il versait plus d'argent qu'il n'en recevait, donc les Brexiteurs avaient raison de dire que le Royaume-Uni était pénalisé, mais ils avaient en même temps tort, puisque participer à l'Union européenne, et ça fera plaisir à notre ami, c'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi participer à des institutions, bénéficier d'une législation. Donc il y avait du vrai et du faux. Donc la lutte contre la désinformation aujourd'hui, qui se répand, devient un outil extrêmement dangereux, finalement, de contrôle de la pensée. Et nous qui sommes dans un camp qui essaie de porter une voix critique sur l'ordre dominant, on est particulièrement en ligne de mire, parce qu'on est à la merci du premier fact-checker venu, qui en général est un culte, parce que le niveau quand même de la presse descend, niveau culturel descend, va nous mettre en cause en pensant faire son travail et en fait en faisant de la politique. Donc par rapport à ce problème, puisqu'on est sur les pistes de solutions, il y a la question de la formation des journalistes, de la déontologie, de la culture, le fait que les journalistes aujourd'hui n'aient pas de culture historique et quasiment pas de culture politique, c'est un vrai problème. Quand ils vont vérifier une information, ils vont le faire à partir de ce qui traîne sur les réseaux sociaux, de ce qu'on va leur raconter dans les dîners en ville, parce que c'est une source importante d'information, vous savez maintenant, hein, les dîners en ville ou les dîners chez le président de la République, qui comme par hasard fuite. Bizarre ça, hein, comme il n'avait pas prévu Macron que ce qu'il a dit avec les journalistes allait fuiter. Très embêté. Non, je vous vois, vous n'êtes pas réveillés. En fait, c'était prévu. Ces dîners avec la presse sont faits pour que ça fuite. Exemple, la manière dont on raconte aujourd'hui la Deuxième Guerre mondiale, où on est en train d'effacer l'Union soviétique. C'est relayé par la plupart des grands journaux qui vont effectivement trouver, il y a un bataillon ukrainien qui a libéré Auschwitz, donc le confrère, il va dire, c'est pas l'Union soviétique. Complètement idiot de dire ça quand on connaît l'histoire. Donc il y a parmi les pistes exiger que dans les écoles de journalisme, on ait des cours d'histoire, des cours de culture générale et pas seulement des cours sur les techniques. Après, sur la lutte contre la désinformation, il faut que la profession s'organise. La profession déteste ça.
Hein, vous savez, il y a un ordre des médecins, mais il n'y a pas d'ordre des journalistes. Parce qu'on n'aime pas ça, on a peur, on a raison d'ailleurs, hein, qui est, si on crée un ordre professionnel, qui est une forme de contrôle sur notre liberté, sur l'exercice de notre profession. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des problèmes de déontologie. Alors il y a un conseil de déontologie qui est assez minoritaire dans la profession. Mais il faut que la profession réfléchisse sur son autocontrôle. Troisième défi important, il me semble, c'est la question de la confusion. C'est-à-dire l'un des défis pour la presse aujourd'hui, c'est la confusion entre information, opinion, commentaires, émotions. On mélange tout. Alors à la télévision, on le voit bien, hein, des journalistes sont des éditorialistes, donc en fait ils n'informent pas, ils commentent. On met sur le même plan une opinion, voire un sentiment. Vous entendez sur les plateaux télé, moi j'ai le sentiment que, ce qui vous permet de pérorer sur n'importe quoi, y compris sur des sujets que vous ne connaissez pas. Il y a quelques mois, l'urgentiste Patrick Pelloux était sur un plateau télé pour expliquer la crise des hôpitaux. Il expliquait avec des chiffres, etc. Il rappelait des faits. Et la journaliste lui dit « Merci Patrick Pelloux, merci pour votre émotion ». Donc voilà, tout le travail d'information de Pelloux ramené à l'expression de son émotion. C'est vrai qu'il était ému, mais il avait fait un... Donc il y a un travail pour sortir de la confusion, sortir de cette confusion, et ce qui n'est pas facile. Je vois que nos camarades, ceux qui sont journalistes, utilisent l'émotion. C'est même enseigné dans les écoles, hein, pour accrocher le lecteur. Les camarades qui sont élus le font aussi, avec la communication narrative, le storytelling. On va raconter des histoires, et donc on participe nous-mêmes à la dévalorisation de l'information, à la dévalorisation de la parole publique. Donc là, parmi les pistes de solutions, il y a être très exigeant. Au Monde Diplo, on ne va pas sur les plateaux télé. Je crois que j'arrive au bout de mes 10 minutes. Par exemple, on ne va pas sur les plateaux télé parce qu'on ne veut pas justement participer à la confusion, se retrouver entre un footballeur et un mannequin pour parler de la guerre en Ukraine. On le fait très exceptionnellement. J'étais sur Arte l'autre fois, l'émission 28 minutes. Bon, je ne suis pas très fière. J'ai dit non à C'est dans l'air, par exemple. Le gars, il me disait, mais tout le monde vient. J'ai dit, pas moi. Mais vous vous rendez compte, je vous offre 12 minutes. J'ai dit, oui, je sais, mais je vais être constamment interrompu et ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, essayer par notre pratique de mettre nous-mêmes des barrières et au fond d'essayer de consacrer la plupart de notre temps à pratiquer notre métier, c'est-à-dire faire des enquêtes, aller sur le terrain, vérifier les informations plutôt que d'aller commenter dans les bavardages de l'actualité sur les plateaux télé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et pas pour votre émotion, mais pour les faits que vous venez de rappeler et pour tout ce que vous nous avez dit là. Je passe tout de suite la parole à Mathias Antoven, je prononce correctement, merci, moi je reprends mes notes, qui est directeur des programmes, du développement, du numérique, des campagnes et réalisateur chez Blast. Je vous laisse la parole. Donc, on m'a demandé de venir parler un peu de Blast et de son modèle. Donc, on m'a donné des petites questions. Donc je vais les reprendre. Si, c'est bon pour le micro, vous m'entendez ? Ok. Je le mets là ? Voilà, là, vous m'entendez bien, c'est ça ? Parfait. Donc, à quel besoin correspond la création de Blast dans le paysage médiatique ? Je vais reprendre les petites questions qu'on m'a posées pour cadrer ma prise de parole. Donc, Blast s'est créé en 2021, donc on a un peu plus de 2 ans. La volonté de Blast, c'était de créer un média indépendant audiovisuel, on va dire, capable de toucher un large public, et notamment par notre utilisation des réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui le mode de consommation de l'information et un mode de consommation très répandu auprès du public.
Donc, ce média a été créé par des journalistes, évidemment. Là où on essaie de se différencier d'autres médias indépendants, c'est que donc Blast, on considère qu'on est une chaîne d'information généraliste, mais aussi une chaîne de télévision au sens large du terme. Donc on fait du divertissement, on fait de la culture, on fait pas que de l'information. Donc ça a été une des volontés de création de Blast. On trouvait que les médias indépendants investissaient pas assez d'autres champs que ceux de l'unique information, que la bataille culturelle, elle se mène de manière plus large. Je sais que les émotions à mélanger avec l'information, c'est pas terrible, mais les émotions dans d'autres cas, à travers la culture, le divertissement, etc., l'humour, il y a plein de choses qui sont capables de susciter des prises de conscience, de transformer, d'élever les personnes. Donc voilà, donc l'émotion, ça ne nous semble pas totalement inutile, même si, attention, ne pas mélanger émotion et information. Attendez, je reprends les petites questions. Quelles ont été les difficultés, les obstacles de Blast? Donc Blast, c'est un média qui n'est pas encore du tout stable financièrement. Je crois qu'on est loin d'être le seul média indépendant à être concerné par cette problématique. Donc notre principale difficulté actuellement, c'est d'avoir un modèle économique qui tienne bon. Pour ceux qui ne le savent pas, Blast, c'est un modèle économique qui est de l'accès libre. Donc accès libre, ça ne veut pas dire gratuit, hein, ça veut dire que c'est accessible au plus grand nombre parce qu'il y a des gens qui le financent. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près 25 000 abonnés qui nous donnent entre 5 et 50 euros par mois, ce qui est quand même, selon moi, une belle réussite, mais qui n'est absolument pas suffisant pour couvrir nos dépenses. On a une quarantaine de feuilles de paye à la fin du mois. C'est entre 150 et 200 000 euros par mois de dépensés, donc je peux vous dire que c'est une économie qui n'est pas évidente à régler. Donc ça fait 2 ans qu'on évolue dans cet univers-là où on court après l'argent, où les gens ont le sentiment que ça marche bien, alors que, je veux vous dire, on court littéralement après l'argent. On a 3 mois de vision en général de trésorerie devant nous depuis 2 ans, donc c'est pas non plus le cadre le plus serein et stable pour travailler. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des gros problèmes de la presse indépendante, c'est un manque de stabilité qui permet pas aux journalistes de se projeter et aux médias de se développer comme ils le devraient. Et pour les succès, je suis désolé, je vais un peu. C'est pas évident comme prise de parole parce qu'on m'a envoyé des petites questions pour cadrer ma prise de parole, mais du coup, j'ai l'impression d'être un peu dans un monologue. Ouais, donc je vais terminer sur les petits succès. Donc nos petits succès, c'est quand même une sorte de forme de reconnaissance de notre existence. On a 2 ans à peine et on a le sentiment de s'être plutôt bien intégré dans le paysage médiatique. Quelques récompenses, notamment je pense aux assises du journalisme. On a gagné le prix de la meilleure enquête de l'année pour notre enquête sur le groupe EBRA, parce que la presse, c'est pas que des comportements vertueux et un combat pour l'intérêt général. Et voilà. Et donc pour terminer, on trouvait aussi qu'il manquait un truc. Il manquait, selon nous, un média qui fait de l'enquête, de l'investigation, mais en vidéo. Alors à l'époque, Off Investigation n'existait pas encore, même s'ils sont venus renforcer cet aspect-là. Mais il y avait vraiment Mediapart qui faisait beaucoup d'enquêtes écrites. Avec l'écueil qui est que l'écrit est en fait aujourd'hui beaucoup moins lu et beaucoup moins consommé que la vidéo. Donc on trouvait ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas, via les réseaux sociaux et via la force de frappe de la vidéo aujourd'hui sur les réseaux, un média qui faisait de l'enquête et qui essayait de la rendre audiovisuelle et donc plus virale et plus accessible au grand public. Parfois, c'est compliqué de lire une dizaine d'articles sur un sujet, alors que regarder une vidéo qui récapitule tout, ça peut être très utile pour la capacité que les citoyens ont à s'informer, sachant qu'un des gros écueils que nous, on a évalué avec Blast, c'est le manque de temps que les gens ont à consacrer à l'information dans un milieu qui est quand même hyper concurrentiel, où il y a beaucoup de médias, beaucoup de distraction, etc. Donc nous, en fait, on a choisi d'aller sur les réseaux parce que les gens, de manière générale, vont sur les réseaux se perdre et qu'on se disait que c'était bien qu'ils puissent se perdre avec de l'information plutôt qu'avec des vidéos de 10 secondes qui donnent des shots de dopamine sans fond. Et puis que, notamment, on allait essayer de rendre accessible de l'information un peu populaire et de l'enquête sur des biais, entre guillemets, de masse que peuvent être les réseaux sociaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, Blast, aujourd'hui, fait entre 15 et 30 millions de vues par mois.
ce qui est conséquent. Moi, je trouve le travail, par exemple, de Mediapart admirable. Quand ils font une grosse enquête, elle est largement relayée dans les médias, mais globalement, moi, je suis abonné à Mediapart. Je lis plein d'articles de Mediapart, etc. Bon, bah, il y a 200 000 abonnés, ou un peu plus ou un peu moins à Mediapart. En réalité, leur site, il est accessible à 200 000 personnes. Nous, du fait de notre accès libre et de l'utilisation des réseaux, on en touche pas 15 à 30 millions. 15 à 30 millions de vues, c'est pas 15 à 30 millions de personnes. Mais incontestablement, on touche des millions de personnes avec notre travail. Et un des objectifs de Blast, on n'y est pas du tout encore, mais en tout cas c'est dans cette volonté-là qu'on s'est créé, et c'est aussi pour ça qu'on est assez qu'on court après l'argent, c'est qu'on a voulu se créer rapidement et se développer rapidement pour rapidement devenir ce que je vais appeler, le terme est pas très est un peu péjoratif, mais en fait nous notre volonté c'est de devenir mainstream. Notre volonté c'est de devenir mainstream au sens de parler à un très large public, d'apporter un autre saut de cloche face à la machine à broyer réactionnaire et libérale. Et un des trucs qui a fait qu'on a voulu créer Blast et qu'on a pris ce risque de se créer très vite, c'est qu'on trouve que même si les médias indépendants font un travail admirable et qu'on arrive très humblement après déjà des gens qui ont ouvert la voie d'une manière extrêmement courageuse et talentueuse, on considérait qu'il y avait quand même un peu une problématique qui était les médias indépendants sont des médias de niche dans l'ensemble, à part Mediapart. Et on avait envie d'essayer de faire en sorte de faire un média qui allait sortir un peu de la niche et mener la bataille culturelle de manière un peu frontale et avec... je sais qu'il y a certains journalistes qui n'aiment pas trop le délire des réseaux sociaux, des vidéos virales et tout, mais en fait, nous on considère qu'il faut jouer avec les règles du jeu actuelles, que les autres le font sans vergogne, alors que nous on a des pudeurs de gazelle permanentes. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on perde la bataille dans ces cas-là. Et un des autres trucs qui fait l'ADN de Blast à mes yeux, c'est la collaboration avec d'autres médias indépendants. Donc moi, j'ai fait d'autres médias indépendants dans mon histoire et la collaboration n'a jamais été une norme très forte, c'était plutôt la concurrence. Et donc nous, on a essayé autant avec Off Investigation que j'ai des discussions avec Bastamag, avec Politis. On essaie de créer des passerelles. Je sais que Denis discute avec Elucide régulièrement également. Donc voilà, je trouve qu'il y a un des éléments dont on ne parle pas assez dans le milieu des médias indépendants, c'est la solidarité entre nous. Justement, on est dans un monde où la concurrence est une norme absolue et on oublie qu'en fait, ensemble, on est relativement plus fort, même si chacun, on a des économies fragiles, des problématiques et des normes qui font qu'on doit penser un peu à nous en premier lieu. Mais disons qu'en tout cas, moi, en tant que directeur des programmes et du développement à Blast, j'essaie depuis la création de Blast, dès que l'occasion se présente, de créer des passerelles, des synergies, de trouver comment on peut éventuellement faire des choses ensemble. On reçoit régulièrement aussi les autres médias, et notamment les médias indépendants, pour leur travail, donc on essaie de les visibiliser. Là, par exemple, pour vous dire, on est en discussion avec Acrimed sur le fait de travailler avec eux sur l'audiovisuel, et on trouve ça fondamental que le travail d'Acrimed soit plus visibilisé. Donc voilà, donc il y a toute cette volonté-là d'essayer de créer quelque chose d'un peu plus grand et qu'ensemble on arrive potentiellement à donner aux gens à entendre, autre que BFM TV, le 20h de France 2 et Dominique Seux sur France Inter, un autre son de cloche. Voilà, je suis désolé, je laisse la parole. C'est plus long que 2 minutes, je suis désolé. Merci beaucoup. Juste pour ceux qui ne savaient peut-être pas, quand vous parlez de Denis, il s'agit de Denis Robert, qui est le fondateur du média Blast. J'avais annoncé que effectivement des pistes communes allaient émerger. Et bien déjà, on a celle-ci, de l'idée de solidarité entre les journalistes, entre les médias, qui ressort de vos 2 interventions. Hyper important, j'ai quand même oublié, notre principale collaboration c'était avec Reflet et oula, je suis désolé, je bug totalement, et Street Press, autour d'enquêtes autour des dry leaks. On a récupéré les dry leaks, enfin des leaks de dry. Il y avait énormément d'informations dessus à traiter, c'était beaucoup trop pour un seul média. Ça fait que ça fait des mois qu'on a nos pôles d'investigation qui travaillent ensemble, qu'on a sorti déjà 2 séries de 8 enquêtes sur Patrick Drahi, et qu'on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas été ensemble. Voilà. Merci pour cette précision. Je laisse tout de suite la parole à mon voisin Bernard Tepper, qui est ingénieur, économiste, animateur du réseau Éducation Populaire et membre du comité de rédaction de Respublica, ainsi que co-auteur de nombreux ouvrages et conférencier. D'abord, je commencerai par vous remercier d'inviter un membre du comité de rédaction de Respublica, qui est un média singulier aujourd'hui.
singulier comme l'a été notre modèle, même si on est loin de l'avoir atteint. C'est le journal L'Humanité, mais sous direction de Jean Jaurès, c'est-à-dire L'Humanité jusqu'à 1914. Singulier par son public cible, qui sont les militants politiques, syndicaux et associatifs. Singulier par sa proximité avec l'éducation populaire refondée. Voilà. Grâce au réseau éducation populaire. Singulier par son autonomie par rapport aux partis politiques et aux syndicats. Singulier par son attachement à la vérification des faits, à la lutte contre la désinformation, à sa préférence de l'enquête sur le reportage. Singulier par son attachement à la double besogne, charte d'Amiens 1906, à la nécessité de l'émergence d'un bloc historique populaire, à une vue holistique des combats, mais toujours avec un primat de la question sociale. Singulier par notre considération que sans la classe populaire, ouvrière et employée, qui représente 45% de la population active, et sans les jeunes de moins de 35 ans, aucune transformation sociale et politique n'est possible. Notons que c'est ces deux catégories de population qui sont majoritaires dans le peuple ont utilisé à 70% l'une des 4 possibilités d'abstention lors du premier tour des législatives de 2022. Et singulier également parce que nous sommes également un centre de ressources qui intervenions entre 200 et 300 fois par an à la demande des structures de base politiques, syndicales et associatives. En ce qui concerne la création du journal, elle s'est créée, je dirais, à la suite de la fin du siècle dernier, tout simplement parce que on a vu ce que nous avons estimé une trahison du gouvernement Jospin par rapport aux idéaux de la gauche. Et c'est là que nous avons vu le traité de Maastricht, c'est là que nous avons vu également la montée inexorable du néolibéralisme, de l'ordolibéralisme allemand au sein de l'Union européenne, etc., etc. Et en fait, Respublica naît dans ce cadre. Nous estimons que les médias dominants deviennent le clergé du capitalisme triomphant et que pour nous, dans les médias écrits à influence importante, seul le monde diplomatique résiste dans cette tourmente. La première décennie du XXIe siècle est marquée par le recul démocratique de la forfaiture organisée par la droite sarkozyste et les socialistes néolibéraux, par le vote du traité de Lisbonne. Et bien évidemment, nous estimons que cette forfaiture, je dirais, s'oppose de façon orthogonale, je dirais, à toute possibilité de transformation sociale et politique. Et que donc, excusez-moi. Et puis, disons, les récents développements, je dirais, du développement des politiques identitaires. Nous connaissions depuis très longtemps les politiques identitaires, je dirais, à droite et à l'extrême droite. Nous avons vécu la montée des politiques identitaires à gauche et à l'extrême gauche. Il ne manquait que ça. Et que de ce point de vue-là, nous estimons, là aussi, qu'il y a une nécessité de se battre contre les politiques identitaires, qu'elles soient des politiques qui sont menées dans l'extrême gauche, dans la droite et dans l'extrême droite. Les politiques identitaires doivent être combattues pour tous ceux qui veulent une transformation sociale et politique qui va vers l'émancipation, la conscientisation et l'augmentation de la puissance d'agir. Et que dans cette vision, ce que nous souhaitons développer,
parce que nous sommes un média d'opinion, hein, c'est de mettre dans le débat toute une série de choses qui n'apparaissent pas dans le débat public. La première chose, c'est la double besogne. C'est-à-dire de dire que toute transformation sociale doit, je m'excuse de dire en même temps, mais en même temps lier un programme de revendication immédiate en liaison avec l'objectif d'un modèle politique souhaité. Par exemple, construire par exemple une opposition très très forte comme l'a fait de façon géniale l'intersyndicale contre la contre-réforme des retraites, c'est bien, sauf que maintenant on a perdu et la gauche aujourd'hui n'a plus de perspective. Et de ce point de vue-là, c'est parce qu'elle n'a pas appliqué la double besogne, elle n'a pas lié la bataille contre la contre-réforme avec en même temps un modèle politique souhaité sur le problème des retraites, de la sécurité sociale, etc., etc. La deuxième chose que nous souhaitons mettre dans le débat, c'est le débat stratégique. C'est-à-dire pas simplement le débat sur des éléments de programme, mais le débat stratégique. Troisième élément, c'est que nous sommes gramsciens, et donc la question, c'est que aucune transformation sociale et politique pour nous ne peut apparaître sans gagner préalablement la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle. Voilà. Donc nous développons, par exemple, dans nos interventions, on montre l'apport, par exemple, du siècle des Lumières, disons 1740-1788, sur la Révolution française. On montre l'importance de la grande campagne d'éducation populaire qu'il y a eu en Russie entre 1861 et 1916 pour, je dirais, ce qui s'est passé tout de suite après. Ce qui est important, c'est la campagne pour une nouvelle hégémonie culturelle. Et quatrième élément qui nous est singulier, c'est que nous pensons qu'il est central d'établir de nouvelles relations entre le travail et la démocratie. Et de ce point de vue-là, il faut poursuivre le travail qui a été ouvert par Antonio Gramsci, par Bruno Trentin, par Alain Supiot, et puis j'espère ensuite par d'autres, car toute transformation sociale et politique aujourd'hui ne peut apparaître que si, et seulement si, il y a une nouvelle relation entre le travail et la démocratie. Et cette accélération soudaine des contradictions entraîne un désarroi politique global. Le besoin de comprendre, d'analyser la situation concrète pour établir un minimum de stratégie devient une urgence. Sur le plan international, le retour de la guerre en Europe est certainement l'événement qui illustre le mieux cette accélération de l'histoire. Vu de France, la guerre en Ukraine apparaît un peu comme un événement extérieur, sans conséquences réelles sur le quotidien. Pour nous, l'analyse politique sur ce déchaînement de violence est trop faible dans le débat, en particulier à gauche. Depuis une quinzaine de mois, nous essayons de combler ce vide. On a produit une dizaine d'articles de fond en refusant tout alignement sur l'un ou l'autre des impérialismes, alors même que la plupart des médias français confondent propagande et information. Sur le plan français, la réélection par défaut d'Emmanuel Macron a marqué une nouvelle étape de la crise politique latente que nous vivons depuis le début du siècle, malgré par 3 duels présidentielle entre Le Pen et Macron, et la droite en fait. Ce bégaiement de la vie politique française est lourd de menaces. L'inertie et le blocage institutionnel de la Ve République sont démontrés et apparaissent au jour avec la crise sociale liée à la contre-réforme des retraites
et le passage à 64 ans de l'âge légal. L'accélération de la lutte des classes n'implique pas, loin de là, une évolution positive des directions politiques de gauche opposées à l'extrême centre macroniste. J'emploie le mot extrême centre, c'est-à-dire un concept formé par l'historien Pierre Cernat de la Révolution française, qui est un des grands historiens encore vivant. Une sorte de routine domine qui n'ouvre pas sur des perspectives de changement. Après une mobilisation historique avec le mouvement social des retraites, mais sans victoire, le mouvement social se retrouve sans perspective claire. Le ressentiment antigouvernemental domine, mais l'absence d'alternative au pouvoir de l'extrême centre macroniste peut conduire au pire, c'est-à-dire dans une ambiance de ressentiment à la prise du pouvoir à terme d'une union de toutes les droites, comme dans pas mal de pays européens, assumant sans faiblesse la guerre de classe totale contre les salariés et les couches sociales, comme dans d'autres pays. Dans ce contexte, Respublica a cherché à dégager des pistes de critique et de perspective. Notre attitude critique, mais positive, se situe dans une recherche d'une gauche de gauche. Nous reprenons là l'idée de Pierre Bourdieu, que la gauche ne suffit pas, il faut que la gauche soit de gauche. Avec une régularité hebdomadaire, notre rédaction composée de 8 membres, de 3 collaborateurs réguliers, d'une dizaine de spécialistes dans des domaines divers, continuera à tenter une amélioration éditoriale et rédactionnelle vis-à-vis de notre public. C'est une œuvre de longue haleine, mais près de 3 ans après notre refonte du site, nous commençons à toucher les premiers dividendes de notre besogne. Malgré cela, nous faisons face à 2 problèmes importants. Premier problème, c'est le problème de notre modèle économique, bien sûr. On a une faiblesse financière de notre journal. Comme nous vivons que de dons, la dernière campagne de souscription, seul moyen de financement, a été un peu décevante, contrairement à la précédente. Second problème à résoudre, nous avons l'élargissement et le rajeunissement de notre équipe, de notre comité de rédaction, tout en maintenant, je dirais, notre autonomie. Ce problème est particulièrement, je dirais, dû au changement géopolitique, géostratégique que nous vivons, et sur le fait que nous préférons clarifier le complexe plutôt que sombrer dans une simplification abusive. En conclusion de mon intervention, sachez que nous sommes ouverts, je pense comme ceux qui parlent à cette tribune, à discuter de tout partenariat qui pourrait aider le développement d'une marche vers l'émancipation, la conscientisation et l'augmentation de la puissance d'agir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole au dernier intervenant, qui est Olivier Berruyer, qui a fondé le média indépendant Élucide, qui transmet des connaissances fondamentales sur les crises en cours et à venir. Et je vais le laisser encore mieux en parler que moi. Merci, bonjour. Justement, pour en parler, il m'a semblé intéressant de revenir un peu sur le problème actuel des médias et sur la place justement des médias alternatifs comme solution à ce problème. Alors, pour rappeler évidemment la place fondamentale des médias en démocratie, qui ont quand même 2 missions essentielles, puisqu'on est censé, en théorie, donner le pouvoir au peuple pour qu'il décide, il faut déjà que le peuple ait les informations suffisantes pour arriver à décider correctement en fonction de ses choix et intérêts. Donc c'est une première mission des médias, passer de l'information. La deuxième, c'est aussi d'être un contre-pouvoir, évidemment, puisque dans le contrat social, on a une représentation par des élus. Il faut contrôler ces élus et s'assurer qu'ils respectent quand même la volonté populaire. On voit que c'est un besoin qui se renforce de plus en plus. Si on n'a pas ces 2 fonctions des médias qui sont respectées, évidemment, on a de plus en plus de dérives et on sombre vers un autoritarisme qui devient de plus en plus criant, surtout à un moment où, évidemment, les gouvernements mentent de plus en plus, parce que une caractéristique des gouvernements, c'est de mentir en général. Donc, évidemment, le gouvernement russe ment, le gouvernement américain ment, le gouvernement chinois ment, le gouvernement français ment, mais
Le problème, c'est qu'ils ne demandent pas tout le temps non plus, sinon ce serait facile. Et donc, il faut qu'il y ait des professionnels de l'information qui puissent écouter ce que raconte un gouvernement, ne pas être forcément dans une attitude de défiance permanente, mais dire, bon, vous dites ça, très bien, merci, prouvez-le. Et à ce moment-là, bon, très bien, on l'a vérifié et on peut le diffuser. On voit que ce n'est pas ce qui se passe en général. On l'a très bien vu avec la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment quand même assez croquignolesque de Léa Salamé qui expliquait sur la fameuse histoire des 1200 € pour toutes les retraités, qui expliquait que quand même, eux, ils répétaient juste ce qu'a dit le gouvernement. Ma pauvre dame, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et elle dit heureusement qu'il y avait Michael Zemmour, l'économiste, pas le pétainiste, qui avait justement débunké la propagande du gouvernement. Et c'était quand même assez fabuleux parce que quand même Michael Zemmour, il est très bien, il est très gentil, je l'aime bien, mais enfin il est juste prof d'économie à la fac, c'est pas son métier d'aller fact-checker le gouvernement, c'est plutôt le travail normalement de la presse. Mais évidemment, comme il y a pratiquement plus de spécialistes dans les médias et puis qu'on va pas quand même quelqu'un pour aller contrôler le gouvernement, sinon il va y avoir des problèmes, c'est pas ce qui se passe. Mais ça, évidemment, les gens le voient et ça augmente la défiance envers, évidemment, l'institution médiatique qui arrive à des niveaux qui sont assez incroyables en termes de défiance. J'ai regardé quelques chiffres. Il y a à peu près 30% de confiance dans les médias en France. Quand on demande les journalistes sont-ils honnêtes, 23% de oui, dont 3% de oui, ils sont très honnêtes. Voilà, comme petit problème. Aux États-Unis, si on demande avez-vous confiance dans les médias de masse, là il y a un autre phénomène qui est que 70% des démocrates disent oui, j'ai plutôt confiance dans les médias de masse. On en est à 11% chez les républicains qui ont confiance. Et si on se dit tout ça c'est juste des trumpistes ou des farmers, quand même si on demande aux indépendants, donc c'est quand même pas des gens qui sont très extrémistes, ils ne sont que 30% à avoir confiance aussi aux États-Unis dans les médias. Donc, où en plus il y a une polarisation qui est extrêmement inquiétante. Pour finir, professions les plus détestées aux États-Unis, avocats, 61%, c'est les États-Unis. Mais quand même juste après, journalistes avec 56%, puis politiciens, 50%. En Angleterre, c'est pas la même haine, c'est agents immobiliers, 70% de détestation, parce que les prix sont très très élevés là-bas. Mais quand même, le deuxième, ça reste journaliste, 58% aussi, et politiciens, 56%. Donc, comme quoi, quand même, vraiment, les journalistes l'emportent sur les politiciens. Le problème, en tout cas, on peut se demander pourquoi on en arrive là, ce qui est comme très problématique, vu le besoin d'avoir des médias qui fassent leur travail. Il semble assez clair, de toute façon, c'est ce que vous veniez de dire, qu'on a une dérive de plus en plus flagrante et qui est en fait la simple violation du 9e devoir de la charte de Munich des journalistes, qui est ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. Et donc, en effet, ça renvoie fondamentalement à la différence entre la propagande et l'information, qui est très intéressante d'analyser, parce que finalement, c'est quoi l'information ? L'information, ça se veut information, c'est-à-dire communication de faits dont l'informé fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, le but, c'est de nourrir l'intelligence par de la connaissance, et puis vous laissez l'intelligence arriver à ses conclusions comme une grande. C'est ça, normalement. Vous informez, vous avez bien fait votre travail, vous avez donné une bonne information, ce qu'elle devient. Ça, après, c'est dans la tête des gens, ça les regarde. La propagande, évidemment, elle ne veut pas informer, elle veut influencer, elle veut que vous arriviez à une conclusion, elle veut que vous adoptiez un certain comportement. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Quand on voit ça, on peut discuter, je ne discute pas de l'aspect politique, mais pourquoi c'est la une de Libération ? C'est très bien si c'est dans le magazine du Parti Socialiste ou des Républicains ou de la République En Marche, c'est normal. Mais pourquoi un journal fait ça ? Quand il fait ça, il n'est plus journal, il n'est plus dans l'information, il est dans la propagande. Alors, on peut dire aussi pourquoi pas, mais à un moment donné, où est-ce que je trouve des sources d'informations fiables ? Et là, on arrive à une dérive qui est, en tout cas, moi je constate depuis une dizaine d'années, quand même, que je regarde de près ces histoires de propagande. Noam Chomsky a joliment dit que la propagande est aux démocraties, ce que la matraque est aux dictatures. C'est vrai qu'une dictature, à la rigueur, ce que pensent les gens, c'est pas très très grave. Si vous l'ouvrez, vous tapez un coup de matraque, vous arrêtez. En démocratie, c'est plus subtil, puisqu'il faut arriver à ce que vous pensiez certaines choses qui vont dans le sens, évidemment, des pouvoirs dirigeants. Mais il faut qu'on arrive à vous influencer subtilement. Et ça, il faut avouer que, quand même, avec 2 siècles de pratique, la propagande occidentale est quand même très efficace. Beaucoup plus qu'une propagande un peu débutante, on dirait à la russe, qui est assez stupide, puisque, évidemment, en propagande russe, c'est des mensonges assez massifs. Mais la propagande, pour être efficace, c'est ça que j'insiste là-dessus, la propagande, elle évite d'être mensongère. Il ne faut pas que ça se voit trop.
Donc souvent les Russes, ils vous mentent assez rapidement, vous regardez, ouais, c'est ridicule, et puis l'émetteur de propagande qui ment, il se fait choper, et puis sa propagande n'est pas très efficace. Toute la subtilité, c'est d'arriver à influencer sans mentir. Et comment je fais ? Évidemment, c'est je vais vous cacher une partie des faits, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas la vision globale du système, mais je peux toujours dire, attendez, je vous ai pas menti. Et c'est ça qui se passe de plus en plus. Alors, moi, je discutais avec un ami qui est souvent dans les médias, qui est enseignant, qui connaît bien tous ces sujets-là. Il me disait, mais moi, je suis assez embêté, je vois mon papa qui a 80 ans, le pauvre, il se rend plus compte de ce qui se passe, parce qu'il me disait l'autre jour, tu sais, moi, je suis quand même bien informé, parce que moi, je lis Le Figaro, Le Monde et Libération, puis au moins, voilà, il n'y a pas de problème, je ne me fais pas manipuler. Et ça, c'était vrai il y a 30 ans, en fait. Vous aviez les faits. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas que c'était parfait. Moi, j'appelais ça à l'époque le syndrome de la page 27. Donc, les trucs un peu dérangeants, les foutaient page 27. Donc, personne ne voyait. Mais en cas de problème, vous disiez, monsieur, regardez, je l'ai écrit là, personne ne l'a vu, mais c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, et qui explique cette défiance en particulier aux États-Unis, ça se voit, c'est que vous n'êtes plus dans le stade d'un journalisme d'opinion, qui est très bien, pourquoi pas, mais c'est que même les faits sont de plus en plus cachés. C'est-à-dire que vous n'en avez même pas entendu parler. Et pour moi, c'est plus très drôle, parce qu'avant, je m'amusais à faire mon petit jeu page 27. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire, il n'y a plus d'informations. En fait, c'est très dérangeant, parce que du coup, c'est vraiment très difficile parfois d'apprendre certaines choses. C'est un phénomène, non pas de fake news dont on parle tout le temps, mais des no-news. Vous n'avez pas l'information. Et donc, comme on a des médias qui se polarisent, en particulier aux États-Unis, mais de plus en plus chez nous, c'est sûr que le républicain, il voit des choses dans les médias républicains, des faits qui sont vrais et qui ne sont plus dans les médias démocrates. Évidemment, la plupart des médias mainstream sont devenus des médias très démocrates qui cachent plein d'informations. J'imagine que vous n'avez pas spécialement entendu parler des Twitter files. C'est extraordinaire, puisque vous avez eu quand même Elon Musk, dont on peut critiquer plein de choses, mais quand il est arrivé chez Twitter, en fait, il donne très régulièrement les archives de ce que Twitter faisait avec le FBI, avec d'autres médias, avec d'autres journalistes. Vous avez un niveau de censure qui est devenu complètement délirant chez Twitter. Alors évidemment, les lecteurs républicains de base, ils voient ça, ils deviennent furieux, parce qu'évidemment, comme Twitter était très très pro-démocrate, ils voient que plein de choses vraies, dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, ont été complètement censurées. Donc ça l'énerve, on peut le comprendre. Mais par contre, le démocrate qui lit la presse, il n'est même pas au courant que ça existe, le Twitter file. Ça n'en parle pas, on n'a jamais précisé ce qui se passe. Et vous, j'imagine, vous n'avez pas entendu ce truc-là, c'est quand même un scandale de censure des idées qui est phénoménal. Donc évidemment, ça radicalise les lecteurs républicains, et on verra ce qui se passe en 2024, sans doute avec grande surprise pour les médias qui n'ont pas suivi ça. Il y a plein de sujets, je ne développe pas faute de temps, mais qui sont très étonnants, des trucs très importants dont vous n'êtes même pas au courant, et vous ne trouverez pas ça dans de la grande presse. Donc évidemment, ça fait perdre confiance dans ce système médiatique. Alors bon, le problème, c'est que quand on a un système politique qui se fracture, comme actuellement, c'est quand même très gênant de plus avoir des médias qui peuvent faire pression sur le pouvoir en place. D'autant que le système médiatique tourne un peu en roue libre avec les histoires dont tu parlais tout à l'heure, les histoires de fake news, dont on a l'impression que c'est quand même la moitié du temps d'activité maintenant de journalistes, en effet, tout à fait incompétents sur ce sujet-là, parce que c'est des petits jeunes qui essaient de bien faire, mais on leur demande de travailler un jour de la géopolitique, l'après-midi de la santé, le lendemain du truc, donc évidemment, pas spécialiste en tout quand même, surtout à 25 ans. Ce qui pose un problème sur Elucide. Donc on a une chaîne YouTube où on interviewe régulièrement et en profondeur des interviews de qualité. Donc on a eu Roland Gori que je salue il n'y a pas très longtemps, Anne-Cécile, donc quoi, voilà, vous trouvez des informations intéressantes. Et hier j'en ai sorti une d'un chercheur en sciences cognitives qui est très intéressant, qui s'appelle Hugo Mercier, et justement travaille sur ce phénomène des fake news et de la connaissance. Et c'est très intéressant parce qu'il explique que plus le régime politique est défaillant, plus il devient autoritaire, plus il y a du complotisme en fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est le contraire de ce qu'on nous raconte en général. Fondamentalement, au niveau de chercheurs en sciences cognitives, l'être humain n'est pas très crédule. On ne croit pas n'importe quoi. Ça, c'est la bourgeoisie qui pense que les gens ils sont cons et qu'ils voient passer un truc et ils sont bêtes, ils y croient. En fait, c'est pas ça du tout qui se passe au niveau du cerveau. En général, vous avez au fond de votre cerveau des intuitions, une volonté, des idées qui vous amènent à vouloir quelque chose. Et comme on est des machines très intelligentes pour essayer de rationaliser nos choix, on va essayer de trouver n'importe quoi pour justifier notre décision. Pour être très concret, vous avez au fin fond du Far West américain des types qui disent moi j'aime bien Donald Trump. Bon, il a son droit, au fond de son cerveau il a ça. Et puis il regarde la presse et tout le monde lui dit il ne faut pas aimer Donald Trump. Donc ça l'énerve et il va chercher n'importe quoi pour justifier son choix de oui moi j'aime bien Donald Trump. Alors comme il n'y a rien de sérieux dans la presse qui pourrait expliquer pourquoi il faut aimer Donald Trump, il va tomber sur une fake news sur non mais les Clinton ils ont un réseau pédophile dans une pizzeria, vas-y vieux je prends. Et donc en fait il accepte pour justifier leur choix.
Mais ce qui est très intéressant aussi, tout en y croyant, c'est aussi ce que les chercheurs en sciences cognitives montrent, c'est que vous avez deux niveaux de croyances. Vous avez des espèces de croyances profondes qui vont agir sur votre comportement. Vous avez des espèces de croyances dont, pour simplifier, bon, vous y croyez pas vraiment en fait. Pourtant, consciemment, pour vous, vous y croyez dans les deux cas. Pour finir sur mon exemple, puisque c'est lui qui l'emploie et qui est très intéressant, sur cette histoire de Pizzagate, cette histoire de complot aux États-Unis, des Clinton, où il y aurait une pizzeria là, à tel endroit, où il y a des enfants qui sont violés. En fait, il y a des centaines de milliers de personnes se sont mis à croire ça. Et donc, les chasseurs de fake news ont dit, oh là là, c'est fou, hein, les gens, ils croient n'importe quoi, regardez. Et en fait, il y a eu un seul type qui, un jour, a pris son fusil d'assaut et est allé à la pizzeria pour libérer les enfants. Alors, bon, il est vrai que dans ce cas-là, c'est un patient idéal pour Roland, j'imagine. Mais c'est le seul qui était rationnel, en vrai. Si vous y croyez, vous prenez un fusil, vous allez voir, vous allez libérer les enfants. En fait, vous avez des centaines de milliers de personnes, ils sont allés sur Google, mettre un commentaire sur Google, sur la pizzeria, en disant « Non, les pizzas sont pas terribles, et puis en plus, ils violent les gosses, c'est pas bien, faut pas y aller. » Et donc, vous voyez qu'en fait, vous avez des croyances, mais vous y croyez pas vraiment. Ça va dans votre sens, ça vous plaît, mais ça va pas agir sur votre comportement. En fait, en résumé, ça veut dire qu'il y a une inversion entre l'offre et la demande. Vous n'avez pas c'est pas la fake news qui va vous influencer. C'est parce que vous avez déjà votre idée que vous allez aimer d'avoir une fake news. Et donc, vous avez une inversion entre l'offre et la demande. C'est parce qu'il y a une demande de fake news que vous avez une offre. C'est pas parce qu'il y a une offre que vous transformez les gens stupides et qui demandent de la fake news. Donc en conclusion, pour sortir de ça, eh bien, il faut avoir des médias de qualité qui équilibrent, qui donnent bien un pluralisme d'opinion. Et ça, c'est pour ça se sont créés ces médias alternatifs. Pour ça qu'on a créé Lucide. Mais c'est très compliqué, quoi. Parce que moi, j'avais un blog pendant 10 ans d'économie. On essayait de démonter les dogmes néolibéraux, la propagande. Puis finalement, on s'est dit, il y a tellement de boulot, il faut essayer de se professionnaliser. C'est pour ça que plein de petits médias se sont lancés. Alors c'est très difficile. On a 5000 abonnés, on approche de l'équilibre, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, c'est très petit. Je veux dire, on est face à des médias qui sont sous la coupe de milliardaires, qui n'investissent pas des milliards là-dedans pour le plaisir de bien vous informer, mais pour avoir une influence politique. Et ce que disait tout à l'heure Mathias, c'est que les médias alternatifs, on est quoi ? Il y a j'imagine, quelques dizaines de milliers de personnes qui vous soutiennent, nous 5000 abonnés, le monde diplomatique. Il y a quoi ? Il y a peut-être 100 000 personnes qui sont abonnées, qui soutiennent un média pour avoir de l'information un peu contre le néolibéralisme. Je regardais, à la présidentielle, il y a eu à peu près 10 millions de personnes qui ont voté, disons, pour la NUPES au sens large, donc qui pourraient soutenir. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne sur 100 qui se dit, tiens, il faut que je soutienne un média alternatif pour donner quoi ? 5 €, 7 €, 10 € par mois. Et face à ça, vous avez Bolloré qui vient d'avoir, grâce à l'Union européenne, t'as vu, super, il va pouvoir acheter Hachette. Je veux dire, pour a priori, l'Union européenne, ils ne font pas trop une différence entre des médias et des fabricants de cacahuètes sur lesquels on peut dire oui, c'est bon, grossissez, il n'y a pas de problème. Si, il y a quand même un petit problème d'avoir un type légèrement d'extrême droite en plus qui se met à posséder à peu près toute l'édition, tous les médias, le type n'étant pas réputé en plus pour son pluralisme. Donc en fait, on a encore un travail énorme d'information à produire. Et je veux finir quand même sur une note d'espoir, sur le fait que comme les gens sont de plus en plus attachés à ces médias alternatifs, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus qui donnent, ça se développe, c'est plutôt bien. Mais on a quand même la télé en face de nous, qui a une influence énorme, certes de moins en moins, certes à 50% de personnes en EHPAD, mais quand même, je dirais, ça a encore une influence et il faut les combattre. Donc pour ça, il faut vraiment que les gens se mobilisent de façon à ce que on s'accroche, qu'on reste soudés tous ensemble et qu'on puisse arriver à avoir une information de qualité pour tenir tête aux propagandes et aux crises qui se développent, hélas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci à nos 4 intervenants. Alors nous avons 5 minutes montre en main pour les questions et nous sommes passés, hier nous avions 4 micros, aujourd'hui nous n'en avons plus qu'un. Est-ce que vous pouvez faire 100 micros, monsieur ? Parce que... Merci. Parler de Julian Assange. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir sur Julian Assange ou si il y a Charles Sylvestre qui voulait prendre la parole. Ah oui. Non, il n'y a aucun micro qui marche. Je peux pas, on n'a pas plus de câbles, il faut que Charles faute. Mais et on n'en a pas un autre ? Non, aucun ne marche. Aucun ne marche. Je vais lui laisser ma place. Viens, Charles. Il faut l'aider à se lever. Viens t'asseoir là.
fil est passé sur le portable. Mais non, il ne marche plus. J'y suis et ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu de rabiot, hein, mais c'est pas pour arranger la sauce. Donc je vais être beaucoup plus court que je ne l'ai été tout à l'heure. C'est simplement, il y a une histoire qui me taraude, c'est l'histoire nationale. Moi, je pense que l'Europe est devenue très importante, mais comme Edgar Morin, je ne pense pas que ça efface les histoires nationales. Voilà. Et dans l'histoire nationale, concernant la presse, il y a un truc tout à fait particulier, c'est les ordonnances, c'est le Conseil national de la résistance qui a publié des ordonnances, ça vous le savez, bon, et il y en a une qui porte sur la presse, qui est extrêmement importante. Et par exemple, elle a, à un moment donné, ça a été à l'origine d'un truc qui s'appelle la Fédération nationale de la presse. Et dans la Fédération nationale de la presse, il y a un article de la Fédération qui dit la presse doit défendre le progrès humain. Vous vous rendez compte, c'est pas la liberté en général, c'est pas tout ça, c'est pas la diversité, c'est pas la fraternité, le progrès humain. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une clé majeure. Et pour finir, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai suivi un petit peu l'histoire de la presse. Bon, c'est que les grands moments de la presse, et je me permets de faire des raccourcis terribles, ont été marqués par l'irruption de philosophes. Jaurès, est-il un philosophe? Ça, je veux dire, franchement, on s'en fout. Mais c'est clair qu'il avait, disons, une force philosophique en lui, mais ça s'est vu. Ensuite, il y en a eu un à la Libération, en 1945, qui s'appelle Albert Camus, l'éditorialiste de combat. Quand vous lisez les éditos de Camus, de août 1944, par exemple, mais c'est une pure merveille. Bon, est-ce que Camus était philosophe? Je ne sais pas. Bon, quand il a eu le prix Nobel à Stockholm et tout, c'était évident qu'à un moment donné, il était autant philosophe qu'écrivain. Il était les deux. Bon. Et le troisième, qui était plus inattendu, qui était lui un vrai philosophe, qui a des titres de philosophe et tout, il s'appelle Jean-Paul Sartre. Sartre, c'est la guerre d'Algérie, et c'est surtout, à un moment donné, comment lui, c'est le seul qui a écrit un article absolument magnifique sur donc Henri Alleg et la question. Voilà. Donc c'était quoi? C'était le colonialisme, là. C'est-à-dire que Jaurès, la Première Guerre mondiale, Camus, la Seconde Guerre mondiale, et le colonialisme, et sa triste fin, terrible, qui n'est pas tout à fait finie, etc. C'est ça. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que je pense que les philosophes ont un grand rôle à jouer à un moment donné dans les fondations de la presse. Ça n'est pas réservé aux philosophes, les fondations de la presse, mais c'est très important. J'aimerais savoir s'il y a d'autres pays qui ont été aussi riches en présence de philosophes dans la presse. Voilà, je m'arrête, excusez-moi, c'est tout. Merci infiniment, merci pour tout ce qui s'est dit hier, merci pour toutes les interventions et merci à chacun de vous. Moi, je me demandais si... je me dis que le 21e siècle n'a pas encore commencé à vous entendre, à entendre tout ce qui s'est dit depuis hier. Je veux dire par là que on sent le diagnostic très clair et les analyses sont formidables. C'est-à-dire on est en train d'attaquer cet axe vertical du pouvoir et de toutes ces canalisations. Et c'est très bien de le faire. Je pense que c'est indispensable. Mais je pense aussi qu'il faut être attentif, et c'est ce que on fait aussi ce matin, à cet axe horizontal qui est en train d'émerger, qui fait des tentatives, qui se fraye des chemins, avec parfois des choses en effet maladroites, qu'il faut dénoncer sur la question des émotions, des nouveaux récits, etc. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en train de se chercher. Donc ça ruisselle, il y a une nappe phréatique qui est en train de sortir avec une nouvelle source qu'il faut nommer, qu'il faut... et donc on en appelle à la riposte poétique. La riposte poétique, c'est quoi? C'est l'idée qu'en effet, il faut de nouveaux mots. On l'a dit hier, parce que le
le mot, la poésie, ce n'est pas une affaire de guirlande aux fenêtres ni de rimes. Le poétique, c'est la poiesis grecque. On parlait de la philosophie. La poésie, c'est la création de nouveaux mots, de nouveaux imaginaires, de nouvelles propositions. Et qu'en effet, c'est très bien de dénoncer ce qui ne va pas aller dans tout ce qui se fait nouvellement, mais je crois qu'il faut aussi tendre l'oreille. Donc, autrement dit, les canalisations, c'est une chose. Je vous ai apporté la bouteille tout à l'heure. Les bouteilles, c'est très bien, mais ouvrons la source et soyons attentifs à tout ce qui se lève, à toutes ces nouvelles expérimentations, non plus sur la concurrence, mais sur la connivence, non plus sur la compétition, mais la coopération. Et nommons tout cela, un nouveau monde est en train de se lever. Tu veux dire un mot ? Ce sera la dernière intervention. Juste une phrase pour reprendre Antonio Gramsci qui disait l'ancien monde. Non, la crise, c'est lorsque l'ancien monde n'arrive pas à mourir et que le nouveau monde ne parvient pas à naître. Et je crois qu'on est très très rapide pour être déploratif, pour voir tout ce qui se casse la gueule, mais on est beaucoup moins imaginatif pour voir ce qui se lève. Et en fait, aujourd'hui, il y a un travail de nomination, de chercher les nouvelles choses qui émergent. Et donc, il faut arriver à nommer ce qui se lève, parce que beaucoup de choses se lèvent dans le genre, dans le féminisme, dans l'écologie, dans les études postcoloniales, mais aussi dans la presse. Et en fait, on a trop tendance à regarder, à faire un pas en arrière mélancolique, là où il faut faire un pas en avant plutôt héroïque. Dernier mot poétique, parce que quand on parle poésie, il faut en dire aussi, l'idée que peut-être il y a le en même temps, mais il y a aussi le et néanmoins. Philippe Jacotet et néanmoins, dans le sombre désarroi qui nous prive de toute maîtrise et nous dicte quelquefois des paroles discordantes que l'on hésite à reconnaître pour siennes. Et néanmoins, encore, devant nous, ces dernières frayeuses de chemin, si frêles qu'on aura du moins encore su dire, sinon suivre, aussi loin qu'il eût fallu. Merci. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut réagir à quelque chose qui s'est dit. Juste sur la question de la bataille culturelle, c'est un grand classique et c'est grandiloquent, mais il faut voir ce que ça peut avoir de très concret. Je suis étonnée, je citerai pas de nom, mais de grands intellectuels de gauche qu'on fait écrire, par exemple dans le monde diplomatique, où ça peut arriver à d'autres confrères, et qui vont balancer une copie de leur papier gratos sur les réseaux sociaux. Y compris des économistes de gauche qui font des conférences contre le libéralisme et qui ne comprennent pas, qui tirent une balle dans le journal indépendant qui a besoin de cette information pour se faire valoir auprès des lecteurs. Donc il y a vraiment une sensibilisation, y compris dans notre camp, à ce que c'est que l'information. Et les enjeux de l'information et du modèle économique de l'information. Et le monde diplomatique a bâti son modèle économique sur cette idée qu'il fallait faire prendre conscience aux lecteurs que l'information gratuite n'existe pas. Il y a encore beaucoup de gens proches de nous qui pensent que l'information qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux, c'est une information déjà, alors que c'est peut-être un machin mouliné par un moteur, et deux qui pensent qu'elle est gratuite, alors qu'elle a forcément, si c'est une information, été payée par quelqu'un. Donc nous, on a fait des campagnes, s'informer fatigue, on a vraiment... Et nos lecteurs nous suivent, et aujourd'hui, 95% de notre chiffre d'affaires vient de la vente du journal. On n'a quasiment pas de publicité, ce qui fait qu'on est très imperméable aux soubresauts de l'économie, mais ça nécessite de sensibiliser en permanence le lecteur sur ce qu'ont dit les confrères à cette table. Acheter un journal, c'est un geste civique. Les camarades de l'UMA le savent aussi très bien. Mais c'est une bataille permanente parce qu'on est rattrapé, et notamment les réseaux sociaux nous font beaucoup de mal, parce que les gens ne font pas la différence entre une vraie information travaillée par des journalistes et ce qui se balade sur les réseaux, et ne se rendent pas compte qu'ils nous tirent une balle, et là pour le coup une vraie balle dans le dos, quand ils partagent ces trucs-là et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en concurrence avec notre travail un flot, il y a un mot vulgaire qui me venait, inintéressant qui circule sur les réseaux. Oui. Vas-y. Je réponds juste aussi. Tu dis acheter un journal, c'est un geste civique, sauf quand t'es Bolloré quand même. Faut bien préciser ça. Deuxième point sur l'intervenant qui disait tout à l'heure, en effet, que les philosophes étaient vraiment très actifs dans la presse au moment de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Moi, je vous dirais, ils continuent quand même. Hein. On a comme Enthoven, on a BHL.
BHL, ça fait 30 ans qu'il est président d'Arte. Personne ne le sait, a priori. Je pense qu'il est en viager. Je ne sais pas exactement comment ça marche, ce truc-là. Toujours au conseil de surveillance du Monde, me semble-t-il, toujours, Bernard Henry. Donc, voilà, c'est comme un problème aussi de soutien, hélas, cette fois plutôt néfaste, et qu'il faut combattre, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Donc, d'où l'importance d'avoir des gens qui se mobilisent pour donner une alternative, quoi. Alors, on ne peut plus prendre de questions de la salle. Je laisse les intervenants encore prendre la parole et il faudra laisser la parole de conclusion à Roland Goury parce qu'on est déjà très en retard. Ouais, je voulais rebondir. Oui, mais il faut parler dans le micro, sinon on n'entendra pas. Avec les mots. Et moi, avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc., moi je ne fais pas de politique, mais je connais ce que c'est que la politique. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un petite compagnie puisse entendre tous les dire à la vie? Alors, à un moment donné, trouver la vérité, on parlait de philosophie. Je veux dire, la vérité en soi, c'est la question de la responsabilité en soi et la conscience. Et je trouve qu'effectivement, quand on est journaliste, ça doit être un métier incarnat, du point de vue effectivement déontologique et du point de vue philosophique. Pas de la politique. Et je pense effectivement du rapport de personne, d'une personne de soi, avec effectivement ces consentements qu'on n'arrête pas d'entendre et qu'on laisse entendre ou dire à n'importe qui ces mots-là, et que effectivement le journaliste à un moment donné se dit attention là, qu'est-ce que je suis en train de dire et quel est le danger du mot que je dis. Alors, ça n'est pas quelque chose de la morale là. C'est une question effectivement essentiellement que l'utilité, c'est pour rappeler les morales. Et je trouve effectivement qu'on est dans une situation, dans une époque où effectivement on laisse avec les mots aller du côté humain. C'est comme ça. Et la question du fait, dont vous avez parlé, la question du fait, c'est, comme dit la philosophie, c'est la vérité. Hein, c'est la réalité, c'est des choses là comme ça. Il faut qu'à un moment donné, quand on est là-dedans, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Encore, je me pose qu'est-ce que j'ai fait et je suis dans ce bazar-là. Et en ce qui concerne la valeur et la morale, oui, je suis dans ce bazar-là parce que j'ai pratiqué effectivement la méthodologie pour arriver à la politique avec les. Voilà, c'était juste que Merci. On va laisser, s'il vous plaît, la parole à Mathias Enkoren. Donc moi je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Donc je vais d'abord rebondir sur ma collègue du Monde Diplo sur on va dire la nécessité pour les citoyens de financer la presse, qui à mon avis est quelque chose que les gens commencent à reprendre. Ils recommencent à avoir conscience de ça, mais c'est pas une évidence. Moi, je viens de la politique à l'origine, et franchement, j'ai compris assez rapidement, pardon, je vais parler comme ça sera mieux, qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de la politique et donc de ce qu'on appelle, selon moi, la propagande. C'est-à-dire que moi, j'ai très vite fait le constat que face à une propagande qui est pas que politique chez les libéraux et les réactionnaires, qui est en réalité politique et médiatique. C'est une double propagande. Nous, en fait, Blas, c'est sa volonté, mais je sais que c'est ce que fait le Diplo, c'est ce que fait Illucide, c'est ce que font plein de médias indépendants. Nous, et donc je reviens sur la notion de défiance qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Nous, on veut réhabiliter le journalisme. On veut pas prendre les gens pour des idiots. On veut pas leur balancer de la propagande et de la matière à penser toute prémâchée. Justement, on part du principe que les gens sont intelligents, que si on leur donne des choses intelligentes et qu'on les informe correctement, ils vont faire les bons choix, entre guillemets, sans qu'on ait besoin de leur faire de la propagande. C'est un désaccord que j'ai avec le média pendant notre histoire commune. Et pour rebondir, alors, je suis désolé, j'ai perdu le fil du coup, avec la propagande, et pour rebondir sur l'histoire des philosophes, pour moi un des problèmes justement, c'est que, et c'est pour ça qu'on a besoin de médias indépendants, c'est pour ça qu'on a besoin de trucs comme le Diplo et comme Mediapart qui ont une grosse audience, etc. C'est qu'en fait les philosophes, comme disait Olivier, il y en a certains qui existent, qui sont très médiatiques, qu'on n'aime pas. Et puis ceux qui mériteraient d'être invités, on l'a vu, Acrimed l'a documenté, etc., ne sont pas invités. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des médias différents,
si possible de masse. Moi, j'ai un mini reproche à faire au Diplo, c'est qu'ils n'aient pas encore d'application. Je crois que vous n'avez pas encore d'application. Ah bon? Ah oui, alors elle est pourrie. Et je trouve que c'est hyper important. Pour moi, c'est un de vos biais de développement, si vous préférez. Vous touchez déjà un large public. Avec une application, vous pourriez toucher un encore plus large public qui utilise les réseaux, qui utilise les smartphones. Là où, moi encore, je lis le Diplo en journal, comme un vieux que je commence à devenir, mais que je ne suis pas encore. Et voilà. Et donc, le fait est que les médias indépendants, ils ont aussi ce rôle-là, c'est-à-dire donner la parole à des gens qu'on n'entend pas ailleurs, donner la parole à des gens qui ont repensé le monde autrement et qui n'ont pas pignon sur rue. Là où des gens qui n'ont pas le début d'une pensée sont invités tous les jours sur les plateaux. Et je trouve que c'est ça aussi un des rôles des médias indépendants, c'est comment réussir à rendre visible ce qui n'est pas assez. Et c'est pour ça que, en tout cas je sais que nous on essaie de faire ça, c'est pour ça qu'on essaie malgré tout, par plein de choses, je sais que certains nous reprochent d'avoir des miniatures ou des titres un peu excessifs ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on utilise aussi ces codes-là, parce qu'à un moment on se dit les gens il faut qu'ils aillent voir l'information, via les applis, via les réseaux, etc. Et vu que cette information elle est de qualité, qu'elle réhabilite le métier de journaliste, qu'elle donne la parole à des gens qui l'ont pas, et ben d'abord on les amène dessus, même si c'est pas de la manière la plus propre qui soit. Et puis ensuite on essaie de mener la bataille avec d'autres sur ce biais-là. Pardon. Oui, moi je voudrais revenir sur la phrase de Gramsci sur le vieux qui se meurt et le nouveau qui n'arrive pas. Et le problème, je crois, disons que notre conviction est de dire que ça durera tant que la gauche ne changera pas de paradigme et de pratique. C'est-à-dire que si on ne change pas de paradigme et de pratique, eh bien on continuera à être dans un système où le vieux se meurt, mais effectivement le nouveau n'arrive pas, et que la seule continuation de la politique devient une considération morale, c'est-à-dire de développer ceux qui sont bien et ceux qui est mal, ceux qui sont méchants et ceux qui sont gentils. Et tant qu'on restera là-dessus, et c'est un défaut que nous avons, y compris à gauche, de ce point de vue-là. Et donc, voilà, nous faisons partie, disons, des tout petits médias, mais qui estiment qu'il n'y aura pas de transformation sociale et politique s'il n'y a pas un effort de changement de paradigme et de changement de pratique sociale. Merci beaucoup. Je passe sans transition la parole à Roland Gori pour la conclusion de cette double journée de séminaire. Je remercie nos invités d'être venus et je vous remercie pour votre attention. Bien, je pense que vous avez peut-être faim, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je vous ai déjà donné, comme je fais un peu fonction du couteau suisse à l'appel des appels, je voudrais vous donner une information à venir. Il y aura donc des journées à Strasbourg, le 13 et 14 janvier, sur le thème « Cette peur qui nous gouverne ». Je pense que ça rejoint un peu... Ça va? Bon, alors tout va bien. Donc, je voudrais annoncer les journées de Strasbourg des 13 et 14 janvier sur le thème « Cette peur qui nous gouverne ». Bon, écoutez, nous avons eu des interventions très denses, très pointues, et je pense qu'effectivement, nous aurions facilement encore tenu une semaine sur les thèmes qui ont été abordés parce que nous avons beaucoup à débattre. Je voudrais juste d'abord, si vous le permettez, remercier tous les intervenants qui nous ont donné une denrée mentale, comme disait Paul Valéry, de qualité, et les organisateurs, Robert Gély et Charles Sylvestre, pour ces belles journées. Pierre Laurent, comme Robert d'ailleurs, nous ont d'entrée de jeu insisté sur un point: il n'y a pas de démocratie sans liberté d'opinion, et il n'y a pas d'opinion sans critique des informations rapportées. C'est-à-dire il n'y a pas d'opinion qui puisse devenir pensée sans culture. Faute de quoi, et Olivier Bérurier est intervenu aussi là-dessus, faute de quoi c'est la propagande.
Alors on prête à Georges Brassens, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que Charles qui sait tout le sait, on prête cette phrase « L'information s'étant développée plus vite que la culture, la propagande finit par triompher ». Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, je crois que ça a été abordé à plusieurs reprises, et notamment par Lucas. Je pense que la presse, parce qu'elle est notamment écriture, même quand elle passe par bien sûr les vidéos ou les réseaux sociaux, la presse est l'antichambre de la littérature. Et je crois que c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que si on lâche la lettre, de toute façon, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'information véritable. Alors, tout au long de nos travaux, les professionnels insistaient sur les dangers de la mainmise des oligarques sur les médias, j'y reviendrai, et ça s'accompagne d'une chute de la confiance, cette curatelle technico-financière sur l'information, elle entraîne la méfiance des citoyens, le complotisme, tout ce que vous voulez. Et j'ai pris, mais je n'ai pas le temps de vous le montrer, vous le retrouverez sur le site d'Élucide, d'Olivier Berrier. Il y a 2 textes notamment extrêmement importants. L'un sur qui possède quoi, mais je n'ai pas le temps de vous le dire, et l'autre effectivement sur la corrélation avec, selon les pays, un comparatif, la chute de confiance des lecteurs. La fin du pluralisme dans le domaine de l'information est, comme l'indiquait Pierre Laurent d'entrée de jeu, une des pièces d'un système. Un système qui, à la manière des romans de science-fiction de Philippe Cadic, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais finit par fabriquer des réalités parallèles, des réalités de carton dans lesquelles on nous invite à vivre. C'est des réalités qui nous sont fabriquées sur mesure. Je n'ai pas le temps non plus de développer, mais si on prend les travaux notamment dans Poli sur les ingénieurs du chaos, on voit bien comment aujourd'hui un certain nombre de mouvements politiques illibéraux, par exemple, je ne vais pas les citer, mais la manière, je dirais, dont, par exemple, le mouvement 5 étoiles s'est constitué, mais aussi le mouvement macronien s'est constitué, consiste, mais aussi la victoire d'Obama, je suis désolé, mais c'est comme ça, à partir, n'est-ce pas, d'un travail via l'intelligence artificielle pour sélectionner les publics auxquels on veut, pour lesquels on veut obtenir l'adhésion d'un comportement électoral. Donc il n'y a pas un changement de croyance. C'est pas ça que cherche la politique aujourd'hui. Ils cherchent, bon, j'en ai souvent parlé là, mais ils cherchent par le biais des nudges à vous amener à un certain type de comportement. C'est-à-dire, il vous laisse la possibilité de choisir librement ce qu'il a déjà décidé pour vous. Il ne le fait pas par le contenu de l'information, il le fait par une grammaire, si vous voulez, de choix conduisant à des comportements particuliers. Donc là, par exemple, on va, si on prend le Brexit, qui a été aussi un cas, si vous voulez, de ce type de manipulation, on va savoir quel message adresser à qui, non pas en fonction d'une position d'énonciation politique qui serait, si vous voulez, discutée et discutable, mais à partir, en quelque sorte, d'un repérage de qui a besoin de protection sociale et donc condamne l'Europe parce que, justement, trop libérale. On va envoyer ce type de message qui va considérer qu'au niveau des électeurs potentiels du Brexit, va considérer qu'il y a trop de normes, trop de protection sociale. On va envoyer un autre message de type libéraux, etc. Donc, si vous voulez, c'est un point très important parce que il n'y a plus à proprement parler, et ça, les journalistes sont les derniers garants, en quelque sorte, de cette possibilité démocratique. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'invention de l'espace démocratique, comme l'avait défini Claude Lefort, c'est-à-dire un espace dialogique, un espace de parole où on peut s'opposer sans s'exterminer pour finalement se faire une idée avant d'agir. Là, il s'agit simplement de court-circuiter justement la pensée et le débat pour produire des actes, et des actes notamment électoraux. Alors, si vous voulez, ça je crois que ça a été dit par tout le monde, mais à l'évidence, les modes d'évaluation, et ça c'est quand même le truc de l'appel des appels, comme c'est aussi le truc de l'appel des appels que d'insister sur le fait qu'il n'y a pas
de liberté politique s'il n'y a pas réappropriation par les professionnels de ce que la technocratie leur a confisqué en matière de valeur des actes. Je crois que c'est notre combat depuis 15 ans. Donc les modes d'évaluation, n'est-ce pas, que nous ne cessons d'analyser depuis la création de l'appel des appels, ces modes d'évaluation, comme la logique d'audimat. La logique d'audimat fait qu'il y aura toujours plus de téléspectateurs sur les chaînes berlusconiennes qu'avec la RAI. Donc, si vous voulez, la logique du chiffre, justement, fait qu'effectivement, on vient confirmer la légitimation d'une information devenue marchandise. C'est un point qui est très important. Et ça, je crois que, aussi bien Anne-Cécile, enfin, la plupart des intervenants ont insisté sur ce point, si vous voulez. Alors, tout n'est peut-être pas perdu. C'est la bonne nouvelle. Vous savez que souvent, on dit que je joue les Cassandres. Tout n'est peut-être pas perdu. Et je regrette de ne pas avoir pu poser la question directement à Cécile Frayeur, mais j'ai été censuré par Dominique, n'est-ce pas ? Tout n'est peut-être pas perdu si on se rapporte à l'événement majeur de la collaboration internationale des journalistes en charge d'analyser les Panama Papers, puisque la question que j'aurais voulu poser à Cécile est la suivante. Qu'est-ce qui a fait donc dans ce cas-là prévaloir dans cette expérience le principe de solidarité sur celui de concurrence? Le principe de concurrence étant pour tous les philosophes qui s'intéressent à la question du néolibéralisme, le principe cardinal. Il n'y en a pas d'autre. Le néolibéralisme se différencie des libéralismes traditionnels par justement ce principe-là. Ce principe-là impliquant notamment que les États s'alignent sur ce modèle des marchés pour organiser leurs services publics. Alors, c'est Del Volgo qui m'empêche de parler. Bon. Alors, je pense que si nous avions une réponse, n'est-ce pas, à cette question, qu'est-ce qui a fait que, justement, dans une culture de la concurrence, il y a quand même eu des professionnels qui, justement, coopèrent? Je crois que c'est un point très important. Si on avait une réponse à cette question, je pense qu'on aurait une piste majeure dans des tas de domaines, je dirais, politiques. Aurélien Souchère nous a aussi montré comment chaque génération s'informer, et ça c'est aussi un point très important, s'informer en privilégiant par exemple un réseau, celui des plateformes ou celui de l'écriture imprimée, etc. Et chiffre à l'appui, il nous a indiqué comment 41% des Français choisissaient le smartphone, dont 71% de jeunes. C'est aussi un point très important. Ce qui rend d'autant plus nécessaire et urgent la régulation de ces plateformes. Alors comment faire ? C'est un point que je pose aussi bien à juriste que journaliste, pour imposer, ça a été, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Aurélien, un critère de fiabilité de l'information que diffusent ces plateformes. Alors, ce critère de fiabilité, il a d'ailleurs aussi été, je crois, réclamé par Christophe Deloire. Et je crois qu'il nous a rappelé, grâce aussi à l'historique qu'a fait Emmanuel Poupard, et justement, comment dans l'histoire du journalisme, il y a une rationalité à la fois éthique et méthodologique qui s'est installée comme principe d'action professionnelle. Alors, une des questions que l'on peut peut-être poser, c'est justement... Et je crois que ça a été dit notamment par Charles Sylvestre ce matin, c'est en gros la grande question du journalisme, c'est pourquoi. Donc comment est-ce qu'on peut inscrire le principe du pourquoi, le principe de la question dans l'ensemble des médias, y compris bien sûr les plateformes. Alors c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous le savez, après la libération, il y a eu l'espoir, l'horizon d'universités populaires. Il y a eu l'université, l'éducation populaire. Bernard Tepper a aussi insisté sur ce point. Comment mobiliser aujourd'hui les journalistes pour que, s'ils n'en ont conscience, je n'en sais rien, ils prennent conscience justement de cette mission fondamentale d'éducation populaire. Il m'a semblé aussi que l'ancrage des dispositifs juridiques qui légitimaient les lois sur la presse, sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'ont rappelé Robert Gély et Lucas Rochette, ça c'est un point qui est essentiel. C'est un point qui est essentiel parce que ça veut dire finalement que chaque fois que le métier de journaliste et la liberté justement du journalisme se trouvent altérés,
quelque part, c'est le symptôme d'une altération déjà structurale des droits de l'homme et du citoyen dans un pays. Je crois que c'est un marqueur, c'est un analyseur et un marqueur. Alors, je crois que c'est aussi d'autant plus important qu'aujourd'hui, et bon, ça aurait mérité un débat peut-être, à mon avis, plus soutenu sur ce point. Aujourd'hui, je crois que la censure, elle n'opère pas sur les contenus de l'information. Bien sûr, aussi, et notamment Olivier Berruet a interviewé, je crois qu'il s'appelle Jean-Baptiste Rivoire, c'est ça? Jean-Baptiste Rivoire, sur la manière, ancien journaliste de Canal+, dont on peut amener quelqu'un à ne pas traiter de certains sujets. Mais on ne va pas le lui dire directement. C'est comme à l'université ou comme dans les hôpitaux, n'est-ce pas? On ne va pas lui dire directement, je te l'interdis. On va faire en sorte qu'il ne puisse pas le faire. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est aussi un des combats de l'appel des appels. Dans tous les métiers, aujourd'hui, on ne va pas vous interdire d'enseigner de la psychanalyse, n'est-ce pas, Claude, à l'université, ou on ne va pas vous interdire de prendre du temps pour écouter les patients, n'est-ce pas, Madame Delvolgo, n'est-ce pas? Mais on va faire en sorte que les chemins que vous devez emprunter parce qu'ils vous sont prescrits ne puissent pas vous permettre d'enseigner la psychanalyse ou de prendre du temps pour les patients ou de traiter de certains sujets. Et si vous voulez, cette grammaire de l'empêchement, elle me semble vraiment la forme majeure de la censure aujourd'hui. Donc je vous conseille l'interview de Jean-Baptiste Rivoire par Olivier Berruet. Ça me paraît très important. Il me semble aussi que Robert Gély, quand il a montré la manière dont on pouvait justement essayer d'empêcher la communication de l'information en se référant au tribunal de commerce, je ne sais pas si je te fais dire plus que tu n'as dit, mais en gros, c'est aussi significatif de ça. C'est-à-dire, en gros, la manière dont on va empêcher. On ne va pas censurer l'information, on n'a pas le pouvoir, ni les moyens, ni peut-être même le souhait, mais on va faire en sorte que ça ne soit pas possible. Donc, effectivement, ce sur quoi nous pouvons compter pour nos libertés, c'est ce que mon ami Charles Sylvestre appelle la passion du journalisme, dont effectivement je reste à une très grande figure et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait lire et travailler Jaurès. C'est grâce à lui. Alors, si vous voulez, finalement, cette dérive dans le droit dont parlait Robert fait partie aussi d'un système. Et je crois que le mot était prononcé par Pierre Laurent et c'est très important. C'est tout un système. Ce n'est pas que le journalisme qui est touché dans cette affaire, c'est tous les métiers. Anne-Cécile Robert a évoqué les dangers de l'intelligence artificielle en matière de concurrence avec la presse de qualité, mais il faut dire aussi que c'est une annexe de l'utilisation de l'intelligence artificielle en politique, où justement, comme je le rappelais, les ingénieurs du chaos, je vais évoquer, n'est-ce pas, biaisent les messages d'information. Donc en gros, c'est qu'un des éléments. Donc ce principe, j'ai fini, mais ce principe de la concurrence favorise aussi le temps court et le temps contraint. Et là aussi, comme dans tous les métiers. Comme dans tous les métiers. Je le rappelais hier matin à la Salpêtrière, si vous voulez, alors, une conférence d'éthique médicale, je disais justement aux soignants, aux médecins, etc., ne croyez pas que la réduction du personnel ou le non-remplacement du personnel soit pour faire uniquement des économies. Ça n'est pas vrai. Ça ne représente pas grand-chose, je dirais, en termes budgétaires. C'est une façon de faire en sorte que vous ne puissiez pas faire autre chose que ce qui vous a été prescrit et que vous n'ayez donc pas le temps de vous parler et d'échanger et de réfléchir sur ce que vous faites. Donc, le principe de la concurrence favorise le temps court, le temps contraint. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir 1h30 chez Olivier. Habituellement, j'ai maximum 7-8 minutes si c'est France Info, France Inter ou Sud Radio. Bon. Et donc, si vous voulez, ce temps court, ce temps contraint, c'est important parce qu'il est justement ce qui est la condition même de la pensée. Vous vous souvenez tous de cette phrase du philosophe Jean-François Lyotard, d'un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible d'en faire perdre. Donc tout est mis en place dans l'organisation sociale pour que nous ne puissions pas penser. Je crois que, moi je ne suis pas journaliste, j'apprécie beaucoup les journalistes, et je crois que ce qu'ils nous montrent également, c'est que leur combat est le combat de tous les professionnels.
C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous réapproprier, je dirais, les conditions éthiques et méthodologiques de nos actes, si nous acceptons qu'ils nous soient confisqués, c'est ça la prolétarisation d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de travail possible. Et il me venait aussi, comme certains le savent ici, j'ai une grande passion pour Walter Benjamin, il me venait aussi une phrase de Walter Benjamin à son ami Scholem, lorsqu'il lui disait que parfois, le guetteur, le lanceur d'alerte, je n'emploie pas le terme de lanceur d'alerte, c'est celui qui, lors d'un naufrage, monte au sommet d'un mât qui est déjà fendu, tout est foutu, mais peut-être de ce lieu-là, même s'il ne sert à rien, il peut au moins lancer des signaux de détresse et peut-être être secouru. C'est peut-être ce qu'on peut espérer pour notre démocratie. Merci. C'est bon. Parfait. Et merci encore, Roland, pour cette conclusion, comme d'habitude, exceptionnelle et brillante. Et puis merci à tout le monde, à la fois aux intervenants, puis également à tous les participants. En tout cas, je pense que c'est deux journées symbolisent l'action aussi que peut avoir l'appel des appels, justement, sur toutes ces réflexions que tu as ouvertes, Roland. Merci et bonne fin de week-end.